Allez, bonjour à tous. On est au complet. On va commencer. On est ensemble, voilà, pour normalement une petite heure. On va essayer d'être synthétique. Alors, je reprécise le contexte. Loi de finances 2025 adoptée avec beaucoup de retard. L'objectif pour nous est, bien entendu, de ne pas être exhaustif sur l'ensemble de la loi de finances, mais de présenter ce qui va nous concerner au premier chef pour nos clients et puis aussi dans un second temps, toutes les réformes qui vont avoir attrait aussi bien sur la fiscalité des particuliers que sur la fiscalité des sociétés, un point aussi sur la TVA, et enfin on terminera par la célèbre CVAE. Donc au menu du jour, alors j'essaye de passer les slides, donc au menu du jour, nous allons avoir en termes d'IRPP et de fiscalité des particuliers, l'évolution bien entendu du barème. La contribution, ça c'est la petite nouveauté de 2025, la contribution différentielle sur les revenus. Alors ça n'a pas touché tout le monde, hein, on pense que ça va toucher 10 000 contribuables, mais c'est une contribution qui est assez technique à le calculer, donc on verra ça de façon assez sommaire, et c'est un vrai point d'attention pour effectivement les clients qui vont dépasser un certain niveau de revenus. Un point également pour les crédits d'impôt pour l'emploi des salariés à domicile. Donc ça touche un client en particulier dont je m'occupe. Et les BSPCE aussi, ça c'est Simon qui va nous le présenter. Exactement. C'est BSPCE, rappelle-moi Ce sont Simon. les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Donc c'est un nouveau mode de rémunération de certains salariés qui concerne essentiellement Les les startups. entreprises innovantes et les Voilà, startups, ce qu'on voit exactement. chez nos clients start-upers. Un point très important de la réforme de loi de finances 2025 est plutôt favorable. Il y a au moins quelque chose de favorable, c'était les dons familiaux exonérés dans le cadre de l'achat ou de la rénovation d'une résidence principale. Donc ça, je voulais effectivement qu'on puisse en parler en particulier à nos clients, parce que c'est plutôt un élément intéressant de la loi de finances. Focus sur les sociétés avec la fiscalité IS, BIC, donc réforme très importante et très commentée dans la presse du statut LMNP, avec l'impact des amortissements déductibles sur le calcul de la plus-value en cas de revente. Donc je ferai un petit focus là-dessus. Point aussi important, là on en a moins parlé, même si ça va avoir un impact quand même assez sérieux chez nos professionnels, je pense aux médecins, mais plus globalement à tous les professionnels qui exercent des professions libérales en CELARL, avec un changement de la catégorie d'imposition à l'IRPP de leur rémunération. Donc on fera un point très important sur le sujet. Il faudra bientôt distinguer la rémunération technique, quand je dis bientôt c'est dès 2024 en réalité, la rémunération technique de la rémunération du mandat social. Donc je ferai un vrai point là-dessus. Deux autres points qui sont présentés par Simon, l'évolution du régime de suramortissement des véhicules peu polluants, l'évolution aussi défavorable du CIR et aussi du C2I, donc CIR, crédit d'impôt recherche, et C2I, crédit impôt innovation. Exactement. Point sur la TVA. Donc là, il y a eu pas mal de réformes qui vont pour moi dans le bon sens, avec l'uniformisation des seuils de franchise en base. Donc là, on va mettre tout le monde au même tarif, hein, auto-entrepreneurs et autres. Donc tout le monde va avoir le même seuil d'application de la TVA. Un petit focus sur les logiciels de caisse où on se rendra compte qu'il y a un revirement de la jurisprudence avec le fait que l'attestation de l'éditeur ne suffit plus à justifier la conformité de la caisse. C'était la fameuse norme NF 507 de mémoire, qui aujourd'hui ne suffit plus en cas de contrôle fiscal. Un point sur la suppression du régime simplifié déclaratif, donc la fameuse CA12, à compter de 2027 cette fois. Et puis quelque chose de beaucoup plus simple en termes de mise en œuvre, et là c'est une vraie mesure de simplification. Vous savez, la travaux pour nos clients dans le BTP, donc le taux de TVA qui était appliqué, le taux réduit 5,5 et plus globalement 10%, avec la suppression de l'attestation et du document CERFA. Donc là, il y a une mesure de simplification qu'on vous présentera. Et on terminera sur la vraie, fausse, bonne, mauvaise nouvelle, je ne sais pas comment on peut la présenter, de la réforme de la suppression de la CVAE, où la CVAE devait être supprimée, puis on va se rendre compte que la suppression va être prolongée dans le temps. L'objectif de supprimer à 100% la CVAE va être prolongé dans le temps, et on va voir à quelle sauce on va être mangé. Donc on va continuer si tout le monde est d'accord. Donc n'hésitez pas effectivement en commentaire à nous dire si vous nous entendez toujours, si tout va bien. Et s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre dans le chat. On attaque. Donc, concernant la fiscalité des particuliers, on commence comme d'habitude par le barème d'imposition qui, effectivement, cette année a évolué avec l'inflation. Donc, rien de bien extraordinaire sur le nouveau barème que je vous présente ici. Donc, c'est le barème pour une part de revenus imposables. Donc, la tranche à 0% est plafonnée à 11 947 euros. Toujours 4 tranches d'imposition en réalité. Hein, donc, la tranche de 11% jusqu'à 29 000 euros, 29 315 euros. La tranche à 30%
entre 29 000 et 83 000 euros, j'arrondis, 83 823 euros. À partir de 83 823 euros, on arrive à 41%. Alors, ce seuil-là est important parce que psychologiquement, on a beaucoup de clients qui nous demandent d'être toujours dans cette tranche, entre guillemets, acceptable de 30%. Il faut savoir qu'à partir de 83 823 euros, on tombe dans la tranche à 41%. Et puis après, de façon supérieure à 180 294, on est dans la tranche que j'appelle moi jackpot à 45%. Voilà. Alors l'évolution cette année, c'est effectivement cette contribution différentielle sur les revenus. Donc accrochez un petit peu vos ceintures parce que c'est d'une difficulté sans nom. Alors ça ne va pas toucher grand monde, comme je vous le disais. On va avoir en France 10 000 contribuables, donc peut-être ça touchera certains de nos clients, en tout cas tant mieux pour eux. On a une contribution qui est effectivement instaurée pour les célibataires dès qu'ils dépassent des revenus supérieurs. Alors quand je dis revenus supérieurs, c'est revenus de référence, fiscal de référence, à 250 000 euros quand ils sont seuls et s'ils sont en imposition commune, supérieure à 500 000 euros. Alors l'objectif de cette contribution différentielle, c'est de s'assurer que les personnes qui dépassent ce niveau de revenu-là contribuent au minimum à 20% de leurs revenus en termes de fiscalité. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut tout et rien dire. Quand on va dans le détail, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, chaque client est différent. Ça sera au collaborateur de vraiment approfondir ce sujet-là. Le calcul, c'est 20% fois le CDHR, le revenu CDHR, donc c'est le revenu fiscal de référence, tel que défini, ça ne s'est pas marqué, mais je vous le dis, à l'article 1417 du CGI, avec un certain nombre de correctifs. Donc, on a des correctifs, notamment, il y en a plus d'une dizaine, je vous cite les principaux. Il faudra corriger le revenu fiscal de référence avec l'abattement fixe de 500 000 euros pour les gains de cession en cas de départ à la retraite des dirigeants, l'abattement de 40% sur les revenus distribués en cas d'option pour le barème progressif. On a également des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, donc c'est les entreprises nouvelles, quand on est sur des bénéfices exonérés, des plus-values d'apport à une société contrôlée. On en a un certain nombre, je ne vais pas tous les faire là, sinon j'aurais besoin d'une heure rien que pour faire ce point-là. En tout cas, il faudra se poser la question du calcul du revenu applicable au CDHR, faire un point pour vérifier si l'impôt global fait plus ou moins 20% et éventuellement calculer une contribution complémentaire pour arriver à 20% de ce revenu. Sachant que les impôts qu'il faut effectivement mettre dans l'équation sont aussi bien les impôts sur le revenu, la CHER elle-même, les prélèvements libératoires de l'IR et 1 500 euros par personne à charge ou 2 500 pour les contribuables soumis à une imposition commune. Je passe sur ce calcul qui est infiniment complexe. Point quelque chose de plus simple, que je fais en particulier pour mes clients, ils se reconnaîtront, pour le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Donc ça, c'est pas forcément une évolution, mais un maintien, en tout cas, de ce crédit d'impôt qui est effectivement plébiscité par beaucoup de Français et qui marche bien. Donc, qui peut en bénéficier? C'est effectivement les contribuables domiciliés en France et ceux qui emploient directement ou indirectement un salarié à domicile ou qui font appel à une entreprise agréée. Les services doivent être réalisés effectivement à la résidence principale et tolérer la résidence secondaire du contribuable. Le montant du crédit d'impôt n'est pas neutre parce qu'on a quand même 50% des dépenses engagées dans la limite de 12 000 euros avec la capacité de majorer ce plafond de 12 000 euros de 1 500 euros par enfant à charge ou à partir du moment où les membres du foyer fiscal ont plus de 65 ans. Donc ça, c'est un point important pour effectivement apprécier la déductibilité des dépenses qui concernent, vous avez les activités qui sont effectivement éligibles, le ménage, le repassage, la garde d'enfants, le soutien scolaire, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Il y a aussi un petit focus sur le jardinage avec un plafond qui, lui, ne peut pas excéder 5 000 euros. Et puis, comment en bénéficier? Donc, c'est assez simple. Il y a effectivement des attestations qui sont, alors normalement, c'est pré-renseigné et c'est effectivement prédéclaré quand on est en fait effectivement en ticket CESU notamment, mais les dépenses sont déclarées dans la déclaration de revenus annuelle. Il y a effectivement le crédit d'impôt qui, depuis 2022, est versé de façon immédiate. Donc ça, c'est un point quand même plutôt favorable. Et c'est à déclarer en cas 7DB dans la 2042, la déclaration d'impôt sur le revenu. Je laisse la main à Simon sur les bons de souscription. Alors, les BSPCE, les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Alors, ce dispositif, c'est un outil qui est intéressant et qui est essentiel pour les startups et les entreprises innovantes. En fait, ces BSPCE, ça permet
d'associer les collaborateurs au développement et au succès de ces entreprises innovantes et de ces startups en leur octroyant des droits d'achat d'actions à des prix qui sont déterminés à l'avance, qui sont des prix préférentiels. Et ces prix des BSPCE sont déterminés dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Alors, ces BSPCE existent déjà. La loi de finances 2025, elle introduit deux nouveautés au travers de son article 92, puisqu'elle aménage les BSPCE à la fois sur la partie de l'interdiction d'inscrire ces BSPCE ou les titres qui en sont issus sur un plan d'épargne salariale. Et le deuxième aménagement fiscal, c'est le fait de différencier deux régimes fiscaux selon la nature du gain qui est réalisé dans le cadre de ces BSPCE. Pour ce qui est du premier point, l'interdiction d'inscrire les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises ou les titres qui en sont issus sur un plan d'épargne salariale, la loi de finances 2025, elle modifie les 3 articles du Code de travail qui sont affichés sur la slide à l'écran. Et elle dit finalement que ces BSPCE ne peuvent pas être inscrits sur un plan épargne entreprise, un PEE, ni sur un plan épargne interentreprise, un PEI, ou encore sur un plan d'épargne collectif, un PERCO. Mais la loi de finances, elle ne s'arrête pas au Code du travail, elle modifie également le Code monétaire et financier avec l'inscription d'inscrire les titres souscrits en exercice des BSPCE également sur un plan épargne action. Donc, c'est l'ensemble des plans d'épargne salariale qui sont interdits par cette modification de la loi de finances. Au niveau de l'exigibilité, cette mesure, elle est applicable aux droits de BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi de finances et cette modification, finalement, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais il y a eu plusieurs tergiversations au niveau de la loi sur est-ce qu'il était possible ou non d'inscrire ces BSPCE et les titres issus sur les plans d'épargne salariale. Et il y a eu finalement le Conseil d'État qui a répondu à une décision ministérielle et les deux allaient dans des sens différents. Donc la loi de finances, elle, entérine cette interdiction et le fixe dans la loi. Ce qui fait que certains de ces titres de BSPCE figuraient et peuvent déjà figurer dans des plans d'épargne salariale. Alors, puisqu'ils ont été placés avant la date du 10 octobre 2024 et avant son interdiction. Donc là, les contribuables qui ont placé des BSPCE sur un plan d'épargne salariale ont la possibilité de retirer ces BSPCE en effectuant un versement complémentaire sur ces plans d'épargne salariale. Ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre leur avantage salarial d'un point de vue monétaire, puisqu'il y aura un versement compensatoire qui va se faire en numéraire et qui sera du montant égal à la valeur des droits qui sera évalué à la date de retrait. Et ce versement compensatoire n'entrera pas dans les plafonds maximum de placement sur ces plans d'épargne salariale, puisque c'est vraiment un dispositif compensatoire. Le deuxième aspect des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, c'est le régime fiscal qui est différencié selon la nature du gain. Alors ça, c'est une nouveauté. On avait jusqu'à présent, que ça soit un gain d'exercice ou un gain de cession qui était qualifié de nature salariale. Alors, on va différencier. Le gain d'exercice, lui, ne bouge pas, il est toujours référencé en tant que gain de nature salariale. Et ce gain d'exercice correspond à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l'exercice du bon et le prix d'acquisition du titre fixé lors de l'attribution du bon. Donc, par exemple, il est décidé en assemblée générale extraordinaire d'octroyer la possibilité
de souscrire à un BSPCE à hauteur de 100. Le jour où on lève l'option du BSPCE, la valeur de l'entreprise est de 200, 200 moins 100, c'est ça le gain d'exercice qui est de nature salariale. Maintenant, le gain de cession issu de ces BSPCE, et c'est ça la nouveauté, est qualifié de nature patrimoniale. Et ce gain de cession correspond à la différence entre le prix de cession du titre souscrit au moyen du bon et à la valeur de ce titre au jour de l'exercice du bon. Donc, si on repart sur notre exemple du bon du BSPCE qui a été levé pour une valeur de 200 et qui est revendu 6 mois plus tard ou un an après pour une valeur de 250, là, 250 moins 250, c'est ça notre gain de cession et qui est de nature patrimoniale. D'un point de vue du coup fiscal, qu'est-ce que ça impacte la requalification de ces natures de gains d'exercice et de cession? Pour le gain salarial, pour le gain d'exercice qui est de nature salariale, pas d'évolution, c'est-à-dire, petit rappel, que les bénéficiaires qui exercent leur activité depuis plus de 3 ans dans l'entreprise, la start-up, l'entreprise innovante, et qui exercent ce gain d'exercice, il est soumis au taux fixe de 12,8%, avec la possibilité d'opter pour le barème progressif et également la possibilité de bénéficier de l'abattement fixe dit des dirigeants de 500 000 € pour départ à la retraite, qui est le 150 ODETER. Et pour tout bénéficiaire de ce gain d'exercice qui exercerait son activité depuis moins de 3 ans dans l'exercice, là, c'est une fiscalité de 30% fixe, sans la possibilité d'opter pour un barème progressif et sans non plus la possibilité de bénéficier d'un quelconque abattement. Dans les deux cas, que ça soit pour des bénéficiaires depuis plus de 3 ans ou moins de 3 ans, on a des gains qui sont soumis aux prélèvements sociaux. Et ensuite, la petite nouveauté, donc c'est les gains de cession soumis à la nature patrimoniale. On a là l'application du régime de droit commun sur les plus-values de cession mobilière. En fait, c'est la même chose que pour le principe des levées d'actions et de cession d'actions. Et ce qui est intéressant pour cette partie-là, c'est surtout le fait qu'on puisse bénéficier de dispositifs favorables, qui sont notamment les dispositifs d'abattement, donc que ce soit l'abattement fixe de 500 000 € que je viens d'évoquer, ou également la possibilité d'avoir recours aux abattements pour durée de détention, mais également tout ce qui est sursis d'imposition et report d'imposition. Ça, c'est pour la partie impôt sur le revenu, puisque la partie prélèvements sociaux est, elle, soumise dans sa totalité aux prélèvements sociaux. Là, on est là sur une application à partir du 1er janvier 2025. Alors, je voulais peut-être compléter tes Ouais, propos, bien sûr. Simon, sur les BSPCE. Parce que je ne sais pas si vous avez, là je parle aux collaborateurs, beaucoup de clients qui ont effectivement mis en place ce système en réalité de complément de rémunération. Moi, j'ai quelques clients qui ont des startups qui sont aujourd'hui matures, qui ont mis ça en place pour effectivement motiver leur cadre généralement ou les personnes qui voulaient venir dans l'entreprise avec une négociation dès le départ salariale. Donc la problématique qu'on va devoir gérer quand on présente cette slide-là, en réalité, ce n'est pas une problématique d'hier qui va concerner nos dirigeants, nos clients, ni les entreprises, ça va concerner leurs salariés. Donc, on voulait vous présenter ça pour dire qu'il y aura peut-être un lien à faire. Alors, pas avec le service social non plus, parce qu'ils ne sont pas là, le pôle social FGC n'est pas nécessairement là pour répondre aux salariés sur leurs problématiques de taxation et de fiscalité personnelle, mais en tout cas pour informer les dirigeants qu'il y aura des questions de leurs propres salariés sur l'imposition des BSPCE qui vont effectivement, souscrire et deux, lever. Quand ils vont lever ces options-là et participer effectivement au gain d'exercice, on va avoir des vrais sujets, des vraies questions là-dessus. Et le dernier commentaire que je voulais faire, c'est que il y a une possibilité, moi je sais que je le mets en place, de mettre, dès qu'on a souscrit effectivement ces contrats-là, de le mettre en annexe un annexe des comptes annuels pour effectivement faire le point sur le nombre d'actions potentiellement qui est souscriptible par les salariés. Ça permet de renforcer la traçabilité. Exactement.
Alors, point sur la résidence principale ou la rénovation. Alors, comme tu le disais Aurélien, des mesures, on va dire, favorables de cette loi de finances 2025, c'est l'exonération des dons familiaux pour l'achat ou la rénovation de la résidence principale. Euh, C'est-à-dire que toutes les sommes d'argent qui sont consenties depuis le 15 février 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026 à des fins d'acquisition de la résidence principale ou de travaux de rénovation peuvent bénéficier d'une exonération. Alors, il faut que cette somme d'argent soit effectuée en pleine propriété par le donateur au profit du donataire, et ce, quel que soit le mode de versement, que ce soit virement, chèque, liquide, tout fonctionne. Il faut que ce soit par contre un don en pleine propriété. Cette exonération, elle vise les dons au profit d'un descendant ou à défaut de descendant, il y a la possibilité d'obtenir cette exonération pour les dons au profit de neveux et nièces. Ces sommes, pour pouvoir bénéficier de cette exonération, elles doivent être affectées par le donataire, donc la personne qui reçoit la somme d'argent, dans un délai de 6 mois suivant le versement, soit à l'acquisition ou la construction de la résidence principale du donataire, soit à la réalisation de travaux et de dépenses de rénovation énergétique, toujours dans sa résidence principale. Pour ce qui est de l'exonération, donc il y a une double limite. C'est la première limite, 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et 300 000 euros par donataire. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant peut recevoir de son père 100 000 euros uniquement, mais ce même enfant peut recevoir 100 000 euros de son père, 100 000 euros de sa mère et 100 000 euros de son grand-père. Par exemple, on arrive à 300 000 euros. Il ne peut pas recevoir 100 000 euros de sa grand-mère en plus. On dépasserait cette double limite. Voilà pour un petit exemple chiffré. Ensuite, pour éviter toute remise en cause de cette exonération, il ne suffit pas de recevoir la somme, d'acheter sa résidence principale dans un délai de 6 mois et de disposer comme on souhaite de la résidence principale. On estime que le donataire doit conserver le logement acquis comme résidence principale pendant un délai de 5 ans, à compter de la date d'acquisition, d'achèvement de la construction ou date d'achèvement des travaux. Donc, de conserver ce bien en tant que résidence principale. Et on estime aussi qu'il peut toujours bénéficier de cette exonération sans remise en cause en affectant ce bien à la location à usage d'habitation principale et à une personne en dehors de son foyer fiscal. Donc, il faut quand même être vigilant là-dessus, de bien respecter ces critères et notamment l'engagement de conservation de 5 ans qui peut, selon les cas de figure, être assez long. Et cette exonération est soumise à une règle de non-cumul des aides, c'est-à-dire que les sommes qui ont été données et qui bénéficient de l'exonération ne peuvent pas être affectées à des travaux de rénovation qui bénéficient d'autres aides de l'État. Donc tout type de crédit d'impôt, MaPrimeRénov' et autres. Donc là aussi, bien faire attention de ne pas affecter les sommes qui ont été données à des dépenses qui bénéficient déjà d'aide de l'État. Par contre, les travaux éligibles, Simon, tu me corriges si je me trompe, c'est bien des travaux qui sont éligibles à MaPrimeRénov', de ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'ils sont éligibles à MaPrimeRénov', mais on a le droit de on ne peut pas cumuler. Donc, on ne peut pas faire n'importe quel type de travaux. Ce sont des travaux qui sont bien normés, qui doivent appartenir à une certaine catégorie. Ce sont des travaux précis, en effet, de rénovation énergétique et ces travaux de rénovation énergétique peuvent bénéficier de la prime rénov qui, elle aussi, est soumise à certains critères. Voilà. C'est les mêmes critères de ce que j'ai lu. Ouais. Et voilà, il ne faut pas les cumuler. Alors, pour ma part, je voulais vous présenter
alors ça, c'est pas une réforme, ça maintient. Donc, c'était assez important aussi de vous préciser ce qui est maintenu dans cette loi de finances. Assez important pour nos clients qui vendent leur entreprise et qui sont en âge de partir à la retraite. Donc, c'est la prolongation de l'abattement de 500 000 euros sur la plus-value pour le calcul de l'impôt sur le revenu, quel que soit effectivement le mode de taxation, que ce soit un mode de taxation en flat tax à 30% ou en barème progressif. Donc, vous avez des conditions liées au titre cédé de la société. Donc, la société doit être soumise à l'IS. Elle doit être effectivement faire partie d'un État membre de l'UE. Bon, on va rester en France ici. Il faut avoir exercé aussi de manière continue au cours des 5 dernières années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception, bien entendu, de la gestion immobilière, soit directement, soit à travers une holding. Et les conditions liées au cédant, donc à la personne physique, pendant 5 années précédant la cession, sans interruption, ça c'est assez important, avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés. Alors, dans les conditions requises pour l'IFI, c'est-à-dire que la société doit permettre aux dirigeants de le rémunérer à hauteur de plus de 50% de ses revenus déclarés. Avoir aussi détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée. Et le cédant doit, en principe, cesser toute fonction de direction ou salarié dans la société ou faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivantes ou précédant la cession. Alors, en cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant 3 années suivantes, détenir directement ou indirectement des droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette autre société. Donc, il faut effectivement vraiment vendre concrètement pour pouvoir bénéficier de ces 500 000 euros d'abattement. On passe à la partie fiscalité IS qui va concerner les sociétés. On fera aussi un petit focus sur les revenus BIC. D'ailleurs, on va commencer par ça, sur la réforme effectivement assez médiatique et médiatisée du statut LMNP. Alors, je vais commencer par vous dire que effectivement la réforme ne va pas nécessairement dans le bon sens. Alors quand je dis le sens de ceux effectivement qui déclaraient leur revenu avec ce statut privilégié. Et je vais essayer de relativiser cette tendance-là en montrant qu'au final, si on est sur des profils d'investisseurs plutôt long terme qui souhaitent conserver la nature du bien, que la réforme finalement peut être effectivement relativisée. Alors, le premier point, c'est un point finalement légal, l'article 84 de la loi de finances, qui avait pour vocation d'homogénéiser dans le calcul des plus-values de cession, les plus-values de cession qui étaient réalisées chez les loueurs meublés professionnels ou non professionnels, en partant du principe qu'il fallait réintégrer les amortissements déduits dans l'assiette de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leurs biens. Alors, ça doit vous rappeler cette fameuse réintégration des amortissements quand on compare un autre mode de détention qui est celui de la SCI, les SCI qui sont à l'IS et les SCI qui sont effectivement en transparence fiscale. On voit bien que certains de nos clients qui font effectivement veulent optimiser rapidement leur fiscalité, on les incite généralement à opter pour une fiscalité IS, en leur disant bien, bah, attention, à terme, le jour où vous allez devoir revendre, ben, il y aura effectivement un calcul de la plus-value. Cette plus-value sera taxée à l'IS et les amortissements que vous avez déduits à l'époque viendront en plus lors du calcul de la plus-value. Ben, c'est un petit peu le même système. Le législateur a voulu mettre en fait en place un système que je qualifierais de correctif en disant vous ne pouvez pas gagner sur les 2 tableaux, en même temps déduire des amortissements pour calculer votre BIC. Et puis le jour où vous vendez, ben, on ne tient plus compte des amortissements que vous avez déduits. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, c'était le meilleur des 2 mondes. Hein, quand vous étiez en réel, en statut réel LMNP, ben, vous déduisez vos amortissements, vous étiez très bien content. Éventuellement, on avait le système d'amortissement écarté qui ne permettait pas de générer du déficit. Mais le jour où vous vendez, ben, vous vendez tranquillement sans se soucier des amortissements qui avaient été déduits. Donc depuis 2025, ben, effectivement, maintenant, c'est impossible. Il faut se soucier des amortissements qui ont été déduits même antérieurement à la réforme. Et les loueurs en meublé non professionnels doivent donc minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction. Article 39C du CJ. Sont concernés donc en termes de déductibilité d'amortissement aussi bien l'acquisition du bien. Bien entendu, je fais un petit focus, comme d'habitude, ceux qui ont suivi la formation à l'MNP le savent très bien qu'il faut faire attention à la non-déductibilité d'une cote par terrain, à la mise en place aussi d'un plan d'amortissement selon la méthode des composants. Donc ça, c'est des petits points techniques qu'on maîtrise bien. Mais il faut savoir aussi que les dépenses postérieures
à l'acte d'acquisition, comme les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, d'amélioration, doivent aussi également être amorties. Donc, c'est ça qu'on va retrouver effectivement dans le calcul des amortissements. Je recite une dernière fois le calcul de la plus-value, prix de cession moins prix d'acquisition, et on déduit du prix d'acquisition les amortissements qui ont été déduits au réel en BIC. Alors, petite slide sur la, voilà, est-ce la fin du statut LMNP? Donc, ça a été un vrai sujet, on le voit dans la presse, on le voit aussi parfois dans certains réseaux sociaux pour ceux qui sont effectivement abonnés à des personnes qui communiquent beaucoup sur les statuts d'investisseurs, en particulier sur celui du LMNP. Je pense qu'il faut quand même relativiser cette réforme, parce que cette réforme a pour but effectivement de majorer, et là je le dis doucement, de majorer en cas de cession la plus-value. Alors, quand on majore une plus-value, on ne majore pas systématiquement une imposition. Parce qu'il faut quand même se poser la question de comment va être imposée la plus-value. Et là, quand on nous dit effectivement qu'en statut LMNP, la plus-value est imposée comme si vous vendiez votre bien un statut personnel, concrètement, il n'y a pas de notion d'IS ou quoi que ce soit, donc on est imposé selon la plus-value des particuliers, et ben vous bénéficiez quand même des abattements pour durée de détention. Donc, je voulais reciter ici, alors c'est pas évident de retenir tout ça par cœur, généralement on dit à partir de 30 ans, vous êtes complètement exonéré. Donc, la question qu'il faut pouvoir aussi arbitrer vis-à-vis de nos clients qui sont aujourd'hui en statut LMNP et les futurs qui vont l'être, c'est de se dire quel est, j'appelle moi ça l'horizon, c'est-à-dire l'horizon d'investissement. Qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous pensez revendre? Quelle va être votre stratégie par rapport à ça? Et on peut les guider surtout sur des personnes qui commencent à avoir 2, 3, 4, 5 biens, de les conseiller en cas de cession, en disant si demain vous devez vendre, alors nonobstant le fait que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est valable pour 2025, peut-être qu'il y aura une évolution dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, donc c'est pas évident non plus de se projeter sur des horizons à 30 ans, par exemple, mais si on se projette effectivement sur 30 ans, c'est de se dire, si vous avez besoin demain d'argent et donc de vendre un bien immobilier, quel bien immobilier vais-je choisir? Vais-je choisir le bien immobilier qui va me dégager le plus de plus-value? Vais-je choisir le bien immobilier qui va me dégager la plus-value qui finalement sera exonérée, donc en fonction de la durée des tensions? Et donc ce tableau-là vous permet de comprendre le phénomène d'abattement pour durée de détention, abattement à partir de la 5e année pour ce qui va concerner l'impôt sur le revenu à hauteur de 6% de tranche d'abattement par durée de détention. À partir de la 22e année, on est à 4%. Et donc, vous voyez bien qu'à partir de la 22e, on est complètement exonéré d'impôt sur le revenu. Pour les prélèvements sociaux, c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire qu'on a un abattement qui est un petit peu moins favorable, à 1,65% par an à partir de la 6e année. À partir de la 22e, on passe à 1,6, 9% à partir de la 22e année. Et à 30 ans, on est content, si on est encore vivant, on peut vendre son bien en exonération de plus-value. Mais c'est un vrai point à avoir avec vos clients qui vendent des biens immobiliers, se poser la question. Alors, normalement, le notaire ou le conseiller est là aussi pour les avertir. Quel bien immobilier dois-je vendre? Éventuellement, les biens immobiliers qui ont été achetés il y a très longtemps. Ça, c'est un point qui vaut, c'est un résultat qui compte aussi bien quand on a un statut LMNP qu'un autre statut en plus-value des particuliers. Réforme, très important aussi, largement moins médiatisé, mais avec un fort impact en termes j'allais dire, de médias comptables, parce que c'est vrai que ça a déchaîné les passions, la réforme des CELAR et de la rémunération des professionnels libéraux. Alors, petit historique, cette réforme-là date d'il y a 3 ans en réalité, et a été décalée, à mon sens, grâce au lobbying des professionnels de santé, d'1 an en termes de mise en application. Et la première année de mise en application, c'est l'année 2024. Donc, vos clients ont normalement reçu de la part de l'administration, c'était aux alentours d'avril-mai 2024, un courrier de l'administration fiscale, pas forcément très clair pour le professionnel libéral, mais indiquant qu'il fallait effectivement s'immatriculer, avoir un nouveau numéro SIRET, de décrire l'activité qui allait être effectivement exercée pour pouvoir imposer à terme un revenu BNC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique et l'origine de la réforme? Alors, je ne trahis aucun secret, l'objectif est de taxer plus, de ramener plus d'argent dans les caisses de l'État. Pour ramener plus d'argent dans les caisses de l'État, de façon très simple finalement, pour les professionnels libéraux, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, voilà, entre guillemets, philosophiquement,
considérer que les revenus BNC ne seraient plus BNC et de considérer que les revenus BNC, finalement, seraient, du moins les revenus de traitement et salaire ne soient plus des revenus de traitement et salaire et seraient finalement des revenus BNC. Donc c'est toujours la guéguerre entre professionnel libéral en CELARL et professionnel en nom propre. Le professionnel en nom propre, lui, il est en statut BNC de façon claire, nette, définitive, voilà. Et le statut, le professionnel en CELARL, eh ben, il ne serait plus en traitement et salaire. Au motif, et là, c'est vraiment un élément, j'allais dire philosophique ou de rhétorique assez intéressant, c'est de se dire le professionnel de santé qui exerce en libéral, généralement, alors on va le mettre dans le cas d'une CELARL, hein, c'est le cas le plus courant, il exerce effectivement son activité dans le cadre d'une société dans laquelle il est généralement gérant, alors minoritaire si effectivement il a moins de 50% des parts et majoritaire s'il a plus de 50% des parts. Et la question qui est de se poser, c'est on le paye à quoi faire? Voilà, je le traduis de façon très, très simpliste, mais on le paye à quoi faire? Et le législateur a mis en place un concept qui est assez intéressant, fois d'un point de vue intellectuel, c'est de considérer qu'un professionnel libéral, il travaillait de deux façons différentes. Il travaillait, OK, d'un point de vue technique, l'exercice de son art, de sa science, était effectivement lié à une activité libérale qui était purement technique, et que dans ce schéma de pensée, étant donné qu'il se rémunère techniquement pour les actes qu'il fait, on ne distingue pas cette rémunération-là de l'autre rémunération du statut BNC, du professionnel libéral qui exerce en nom propre et qui, lui, qui est imposé en BNC. Donc, on a considéré que, alors il y a même des codes-parts que je vous indiquais, on a considéré qu'un gérant majoritaire de CELARL, quand il travaille dans sa CELARL et qu'il réalise des fonctions dites techniques, d'accord, on pourra effectivement épiloguer sur qu'est-ce qu'une rémunération technique, et bien que cette rémunération technique devait relever désormais d'une fiscalité BNC. Et par contre, la rémunération qui concerne le mandat social doit être imposée en catégorie traitement et salaire. Alors, qu'est-ce que c'est la rémunération du mandat social? On va le voir dans la slide suivante. C'est une rémunération qui concerne généralement la gestion comptable, administrative, la relation avec des tiers, une fonction de représentation de la société. Alors, à noter qu'il y a quand même un petit focus à avoir entre le fait est-ce qu'il existe un lien de subordination du professionnel dans sa selle. Alors, le lien de subordination, on va le voir par ailleurs, qu'il est très peu présent quand on a une selle qui est détenue à 95%, 99% par le professionnel. Il se donne des ordres à lui-même concrètement. Donc, le lien de subordination ne peut pas être effectivement mis en avant. Les rémunérations techniques sont effectivement dorénavant imposées en catégorie BNC, et il faudra prêter une attention particulière au cas des minoritaires, des gérants minoritaires qui, eux, ont un lien de subordination et qui devront effectivement avoir un contrat de travail pour se sécuriser. Alors, le point important, on prend un exemple concret. Désormais, on s'interroge sur la fonction rémunération du mandataire social. Qu'est-ce qui fait le professionnel libéral quand il exerce son métier? Donc, il exerce son métier technique, rémunération technique BNC, et il exerce des tâches administratives en lien avec la gestion de la selle. Alors, les exemples qui nous sont donnés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l'égard des tiers. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Moi, j'entends le temps passé à organiser l'Assemblée générale, le temps passé à communiquer avec les autres associés, à organiser des réunions, le temps passé au niveau de la gestion de l'expertise comptable, des réunions avec l'expertise comptable, de la clôture des comptes, le temps passé aussi à la négociation à l'égard des tiers, notamment des fournisseurs. Donc tout ce qui est ce temps de gestion qui peut effectivement être amené à des fonctions de gestion de la société. L'organisation et convocation des assemblées, j'en ai parlé. Donc ces tâches administratives, et la vraie difficulté qu'on va avoir, c'est de chiffrer ce temps. C'est-à-dire que si on doit effectivement ventiler une part rémunération technique et une part de rémunération liée à la gestion du mandat social, eh ben, vous voyez bien que c'est pas dans la culture du professionnel libéral qui, lui, généralement, 99% du temps, va nous dire moi, je me consacre à mon métier, je me consacre à mes patients, je me consacre à mes clients, et ils vont considérer qu'ils ont une fonction technique ultra majoritaire. Donc, ce qui va les desservir, parce que qui dit
fonction technique, dit rémunération affectée en BNC. Alors, dans le cas où on est face à une impossibilité, je pense qu'en 2024, beaucoup de ces larves vont être dans cette impossibilité, de chiffrer le temps qui est consacré à la rémunération technique et à la rémunération de la gestion du mandat social. Bah, l'administration fiscale nous a pondu sa fameuse quote-part de 5%, en nous disant, à partir du moment où vous êtes incapable de pouvoir justifier précisément et de façon argumentée que la rémunération technique, c'est X% et que la rémunération du mandat social, c'est Y%, eh ben, on va vous appliquer une quote-part de 5% et on va tolérer que cette quote-part de 5%, on va avoir 5% qui va être consacré à la gestion du mandat social. Et on considère effectivement, comme tout le monde le dit, que 95% du temps de travail est affecté aux fonctions techniques. Alors, vous voyez bien l'impact que ça a. L'impact que ça va être effectivement, alors je refais le petit, ça, vous aurez le support de présentation qui vous permet de regarder les catégories d'imposition en fonction des rémunérations du mandat social et en fonction aussi de s'il y a lien de subordination ou sans lien de subordination. Mais là, je traiterai le cas très concret et qu'on rencontre toujours du médecin en CELARL majoritaire, en cogérance majoritaire, en gérant unique ou en cogérance majoritaire, qui a une fonction technique qui est entre 95 et 99%. Et cela, effectivement, on va se retrouver plus en traitement et salaire, mais effectivement en BNC. Donc, le point d'attention, ça va être le calcul du résultat BNC. Donc, le fait que ce résultat BNC doit effectivement faire l'objet d'une déclaration 2035 avec un mandat, avec un numéro SIRET bien identifié, que la 2035 va aboutir aussi à créer, j'allais dire une personne morale, mais ce n'est pas une personne morale, mais une identité fiscale qui va soumettre le professionnel individuellement à une CFE. Ça, on ne l'a pas vu arriver, c'est dans 2 ans que ça va arriver. Donc, chaque professionnel libéral va se recevoir une CFE au nom de la CELAR, mais aussi au nom de son BNC personnel. Et l'avantage pour l'État, j'allais dire, pour le législateur, c'est de soumettre à une catégorie d'imposition en BNC ce qui était auparavant mis en traitement et salaire. Donc, l'écriture BNC qu'on va passer pour créer ce dossier BNC, on va affecter 95% de la rémunération, mais aussi on doit imputer sur cette rémunération 95% des charges sociales obligatoires liées à la rémunération. Donc, on a des calculs qui sont parfois assez complexes, mais qu'il faut mettre en œuvre comptablement parlant, et ça, c'est notre boulot et notre job de comptable, de bien identifier ces éléments-là, de recalculer une quote-part de rémunération soumise à BNC, de recalculer une part de cotisation sociale obligatoire et facultative à imputer à la rémunération BNC, et in fine, la réforme est désavantageuse pour le professionnel libéral parce que, in fine, on va avoir quasiment 95% de sa rémunération qui va être imposée en BNC. Et vous savez très bien qu'en BNC, on ne bénéficie plus des 10% d'abattement, alors qu'en traitement et salaire, on les avait. Donc, certains articles que j'ai pu lire estiment alors ça va dépendre du taux d'imposition du foyer fiscal et aussi du niveau de BNC, mais qu'on va avoir entre 3 à 6 000 euros de plus d'impôts par professionnel libéral en fonction de sa tranche d'imposition et de son résultat BNC. Donc, il y a un effort de pédagogie à faire, mais concrètement, cette réforme-là va dans le mauvais sens d'un point de vue fiscal pour nos professionnels libéraux. J'en ai terminé, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, j'espère avoir été clair parce que ce n'est pas évident d'expliquer comme ça il n'y a pas de questions. Bon, sinon, je sais qu'on a été formé en interne et qu'on a déjà diffusé ce type d'informations. À toi, Simon, sur le suramortissement des véhicules. Alors, je reprends la parole pour parler d'une évolution qui a été apportée au dispositif de suramortissement des véhicules peu polluants. Donc, la loi de finances 2025 a apporté des modifications pour que la loi française colle mieux avec la loi européenne, et notamment au sujet des véhicules roulant exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène. Donc, ces modifications de dispositifs concernent à la fois les poids lourds et les véhicules légers électriques. Il y a 2 modifications pour cette catégorie de véhicules. La première, c'est que l'assiette de calcul sur lequel sont assis les suramortissements est revue à la baisse,
Et la deuxième, c'est que par contre, le suramortissement qui est appliqué pour ces véhicules est revu à la hausse. Alors, juste déjà, la notion de suramortissement des véhicules peu polluants, en fait, ça correspond à quoi? C'est le fait que pour acheter un poids lourd qui roule exclusivement à l'électricité ou qui roule exclusivement à l'hydrogène, le professionnel va avoir des coûts supplémentaires par rapport au fait d'acheter le même véhicule fonctionnant avec un carburant polluant. Ces coûts supplémentaires sont amortis au niveau professionnel, mais l'État a mis un dispositif incitatif en permettant d'aller au-delà du simple amortissement de ces surcoûts et d'amortir en fait fiscalement une somme au-delà de cet amortissement de base, ce qui est donc le suramortissement. Il faut que les véhicules achetés soient des véhicules neufs et le coût supplémentaire sur lequel est basé ce suramortissement, bah, c'est donc la différence entre la valeur d'origine du véhicule peu polluant, donc du poids lourd ou du véhicule léger à l'électricité ou à l'hydrogène, et la valeur du véhicule de la même catégorie qui utilise une énergie autre que de l'électricité ou de l'hydrogène. La réduction de la base de ce suramortissement, c'est que cette estimation des coûts supplémentaires se fait maintenant hors frais financiers, ce qui n'était pas le cas dans les mesures qui ont été introduites en 2019. Et en revanche, la réduction assise sur les coûts supplémentaires, elle est portée à 115% pour des véhicules qui sont entre 3,5 tonnes et 16 tonnes, à 75% de suramortissement pour les véhicules au-delà de ces 16 tonnes, et on a 40% de suramortissement pour les véhicules utilitaires dits légers, qui sont compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes. Donc ce suramortissement vient au-delà de l'amortissement du véhicule. En revanche, il est déduit fiscalement de façon linéaire en fonction de la durée d'amortissement du véhicule. Et c'est une mesure qui s'applique aux véhicules neufs acquis à compter du début 2025 et qui court jusqu'au 31 décembre 2030. On peut bénéficier de ce dispositif de suramortissement si on fait l'achat du véhicule, mais on peut également en bénéficier en prenant le véhicule au travers d'un crédit bail ou d'une location avec option d'achat. Alors, sur cette slide-là, un tableau que je vais rapidement commenter. Simplement, ce qu'il y a à dire là-dedans, c'est que cette mesure de suramortissement des véhicules peu polluants, elle existe depuis 2019. Elle est en place jusqu'en 2030 et en fait, elle concernait déjà tout un tas de carburants ou d'énergie peu polluants comme le gaz naturel, le biométhane et autres, avec des suramortissements compris entre 20 et 40%. Et là, l'État est revenu sur la particularité de l'électricité et de l'hydrogène pour apporter des précisions et surtout un complément de suramortissement à partir de 2025. Voilà ce qu'il y a à dire sur ces véhicules peu polluants. Autre sujet qui touche à l'IS et aux sociétés, les crédits d'impôt recherche et crédits d'impôt innovation. Alors, le dispositif du crédit d'impôt recherche, il a été assez significativement modifié. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en mars 2024, il y a eu de la part de l'Inspection générale des finances une revue générale des finances publiques et que dans le contexte actuel et perspectives de réduction de dépenses publiques, il a été pointé du doigt le fait que le CIR coûtait très cher et peut-être même trop cher. Et donc la loi de finances, au travers de ces modifications, revient sur 4 aspects de ce dispositif. Tout d'abord, la loi de finances abaisse le taux
forfaitaire de dépenses de fonctionnement qui le ramène de 43% à 40%. Donc, ces dépenses, elles concernent les coûts de personnel afférents aux chercheurs et aux techniciens de recherche. Et il faut noter que ce n'est pas la première fois que ce taux fait l'objet d'un rabotage, un petit coup de rabot, puisqu'il avait été déjà diminué en 2020 en passant de 50% à 43%. Deuxième modification assez significative également, et qui était pour le coup assez intéressante, c'est la suppression des incitations attachées aux jeunes docteurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un jeune diplômé d'un doctorat qui entrait pour la première fois dans le monde du travail, l'entreprise qui l'employait pouvait pendant 24 mois, soit 2 ans, déduire fois 2 le coût du personnel rattaché à ce jeune docteur. Ça, c'est purement et simplement supprimé. Donc, les jeunes docteurs auront la même pondération de leurs coûts que les autres personnels. Ensuite, sachant, oui, simplement avant l'abaissement à 40% des dépenses de personnel, donc des dépenses pour le calcul des autres dépenses de fonctionnement, avant c'était 43%. C'était pas, ils ont abaissé un petit peu. On était à 50 avant 2020. En 2020, on est passé de 50 à 43. Et là, on passe de 43 à 40%. Voilà. Deuxième coup de rabot, peut-être pas le dernier. Également, deux autres éléments, la suppression des incitations attachées aux brevets de certification d'obtention végétale, donc tout ce qui est COV, que ce soit les frais de mise en place de ce brevet, de défense de brevet, les amortissements de ces brevets, de façon générale, tout ce qui est lié à la certification d'obtention végétale est sorti du calcul du CIR, de même que la suppression de la prise en compte des dépenses de veille technologique. Jusqu'à présent, on pouvait les prendre en compte dans l'assiette du CIR jusqu'à hauteur de 60 000 euros. Là aussi, c'est sorti du CIR. Donc, bon, on verra les impacts que ça a sur les prochains calculs de CIR, mais on se rend compte que ça a été touché un peu à différents niveaux du CIR. Il y a beaucoup de cabinets qui sont spécialisés, des cabinets de conseil qui sont spécialisés effectivement dans ces calculs. Donc là, on est sur des réformes, on va dire, de technique, de calcul, mais il faut savoir qu'il y a aussi des réformes de fond qui sont sur l'éligibilité des travaux. Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est de l'innovation? Et malgré ce qu'il y a eu un certain nombre, c'est le rapport MIDI. C'était le nom d'un député qui avait effectivement contribué au fait d'avoir des investissements dans les startups. Finalement, on est allé plutôt à rebours en serrant un petit peu le cordon du CIR. Et de plus en plus, on a des requalifications de CIR en C2I de façon à effectivement ne plus permettre d'avoir un calcul du crédit d'impôt massif au bénéfice du C2I qui est moins intéressant. C'est ce qu'on voit dans les différents contrôles qu'on subit. Juste fini là-dessus, en parlant du crédit d'impôt innovation, donc le C2I, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il devait prendre fin le 31 décembre 2024. Il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2027, donc pendant 3 ans. Et la mauvaise nouvelle, c'est que son taux est ramené de 30 à 20%, donc un crédit d'impôt qui sera moins efficace, mais qui est maintenu. Et plus simple à défendre. Tout à fait. Taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, on a quelques points importants à vous dire. Je laisse la parole à Simon. Taxe sur la valeur ajoutée, en effet, il y a eu quand même pas mal de modifications là-dessus dans la loi de finances. La première, c'est la modification des règles applicables à la franchise en base de TVA qui devrait être en place à partir du 1er juin 2025, date qui reste à confirmer. Deuxième nouveauté importante, c'est la suppression du régime simplifié qui va intervenir d'ici 2027. Et troisième nouveauté, la suppression de l'attestation du client pour le taux réduit de TVA sur les travaux dans les locaux d'habitation. Alors, le sujet de l'abaissement du seuil de la franchise en base de TVA, donc c'est une mesure
peu populaire, assez impopulaire de cette loi de finances 2025. La franchise en base de TVA était définie jusqu'à présent en fonction de plusieurs seuils selon la nature de l'activité. On voit sur cette slide que, en fonction du type de chiffre d'affaires, cette franchise en base de TVA était de l'ordre de 85 000 euros pour le seuil de base jusqu'à 93 500 euros pour le seuil majoré pour les parties vente de biens et certaines prestations de services précises. Et on avait un chiffre d'affaires pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement de 37 500 euros pour le seuil de base et 41 250 euros pour le seuil majoré, sans compter d'autres seuils dérogatoires pour les avocats ou les auteurs. Donc, en fait, il y avait au moins 3 à 4 taux et seuils différents pour l'application de la franchise de base en TVA. Et également des seuils qui étaient et qui sont supérieurs à ce qu'on voit dans les autres pays européens. Donc, l'administration fiscale a décidé, pour cette raison d'uniformisation au niveau des activités nationales, pour cette raison d'optimisation et d'uniformisation avec les autres pays européens, mais également, et on ne va pas se mentir, oui, pour les auto-entrepreneurs, mais on va se mentir aussi pour des raisons fiscales, puisque cet abaissement du seuil va générer des recettes fiscales importantes. Et bien, ils ont décidé d'un seuil unique de franchise en base de TVA, qui serait le seuil de base à 25 000 euros et le seuil majoré à 27 500 euros. Alors, c'est-à-dire que si, à partir de la date où ça va être mis en place, donc a priori le 1er juin 2025, si on dépasse ce seuil de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année dernière, eh ben, ça entraîne l'assujettissement de la TVA à compter du 1er juin 2025 ou à compter du 1er janvier de l'année suivante, une fois que cette mesure sera mise en place. Et si on ne dépasse pas l'année précédente 25 000 euros de chiffre d'affaires, à ce moment-là, on est assujetti à la TVA dès le jour où on dépasse sur l'année en cumulé 27 500 euros de chiffre d'affaires. Et deuxième sujet aussi, c'est que ce seront des seuils qui sont fixes. Jusqu'à présent, on avait une revalorisation triennale de ces seuils de franchise en base de TVA. Maintenant, on va rester pendant un moment aux 25 000 et 27 500. Deux, trois choses à ajouter, Simon, sur cette réforme, qui pour moi va probablement dans le bon sens, parce que ça permet de clarifier la situation, ça permet de clarifier les différents régimes. Il y aura effectivement un premier effectivement, point d'attention qu'on doit avoir, c'est les fameux 25 000 euros de franchise. Donc, c'est 25 000 euros pour les quelques clients qu'on a qui sont effectivement en franchise sur des petits chiffres d'affaires, il faudrait y penser. Pour tous les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, la micro-entreprise, maintenant, il faut effectivement avoir un niveau d'accompagnement fiscal qui va être étendu. Donc, la première impact de cette réforme-là, ça veut dire qu'on va avoir un niveau d'accompagnement et potentiellement de nouveaux clients à accompagner en termes de déclaratifs de TVA. Et le deuxième sujet qu'on va avoir, ce qu'on pourrait dire que ça va dans le mauvais sens, mais si on a des micro-entrepreneurs qui vont devoir effectivement aujourd'hui facturer de la TVA, on pourrait dire techniquement que ça va augmenter leur prestation de 20%, le taux de TVA. En fait, oui et non, tout dépend de leurs propres clients. Si ils ont des clients eux-mêmes, entreprises, qui sont en capacité de récupérer de la TVA, ça sera neutre pour eux. Ils vont facturer de la TVA, il y aura un renchérissement de leurs coûts, mais derrière, l'entreprise qui va bénéficier de leur service pourra déduire cette TVA-là. Donc, l'impact de cette réforme-là sera négatif simplement pour les clients particuliers des auto-entrepreneurs. C'était un point d'ajustement, mais à mon avis, il faudrait être particulièrement vigilant au nombre d'auto-entrepreneurs qui, à mon avis, vont nous appeler pour les aider sur leur régime déclaratif TVA. Alors, plusieurs points à évoquer sur cette mesure toujours, et ça répond à une question, je vois, de Magali,
qui se demandaient si ces seuils avaient été mis en attente. En effet, c'est que cette mesure, elle est suspendue jusqu'au 1er juin 2025. C'est pour ça que j'évoque la date du 1er juin 2025 quand je parle de cette mesure. Elle devait être initialement mise en place à compter du 1er mars 2025. Et compte tenu des échanges que ça a donné entre le ministère de l'économie et les différentes parties prenantes, il a été décidé de suspendre cette mesure. On va quand même évoquer les conséquences de cette mesure dans l'hypothèse qui est assez probable où elle serait appliquée dans sa forme actuelle et où elle serait appliquée à partir du 1er juin 2025. La première, c'est que, on parlait des micro-BIC, enfin, on va parler de BIC et des micro-BIC, c'est que l'application de la TVA n'aura pas de conséquences sur la détermination du bénéfice ou des montants des régimes de micro-BIC ou BNC. Là-dessus, aucune conséquence. Et la deuxième, c'est qu'à partir du moment où on va dépasser ces seuils de 25 000 euros de franchise de TVA ou 27 500 euros sur l'année en cours, on va être soumis de plein droit à la TVA au travers du régime simplifié. Bon, on en parlait tout à l'heure, le régime simplifié il est amené à disparaître. Pour cette année et l'année prochaine, il est encore là. Ce qui veut dire régime simplifié, veut dire qu'il n'y aura pas de déclaration à faire courant de l'année 2025, puisque la déclaration, elle est faite une fois par an et elle sera faite en mai 2026 pour l'année 2025, mais qu'il y aura quand même des obligations au titre de l'année 2025. C'est le versement de 2 acomptes, un en juillet, un en décembre, et que ces acomptes doivent correspondre à peu près 80% des droits collectés sur la période, sachant que ces acomptes, il faut quand même les estimer et les calculer de façon assez précise, parce que si on les sous-évalue, notamment, l'administration fiscale peut venir y porter regard et appliquer des pénalités. Et il y a aussi la possibilité, à partir du moment où on bascule au régime de la TVA, de, sur option, passer sur le régime normal. Alors, à ce moment-là, on aurait des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles à faire selon les cas de figure. Derrière, les mesures que ça entraîne sur la facturation, mesures logiques, forcément, à partir du moment où on est assujetti à la TVA, il faut mettre et renseigner la TVA sur les factures que l'on émet, que ça soit en montant et en taux, et supprimer les mentions relatives à la non-application de la TVA. Donc, ça, c'est une logique, mais on le rappelle. Et pour les assujettis qui réalisent des opérations intracommunautaires, ils seront également soumis à ces obligations en matière de TVA, que ce soit l'état récapitulatif de TVA ou la déclaration d'échange des services, la DES. Et en contrepartie de cette déduction de cette TVA collectée sur les ventes, évidemment, on a la déduction de la TVA sur les achats de biens et services à partir du moment où on est assujetti à la TVA, et simplement à savoir que pour les achats d'immobilisation et les achats de biens stockés, il y a la possibilité de remonter en amont de la date d'assujettissement de la TVA pour déduire de la TVA. Il y a des règles comptables et fiscales en la matière. Dernier point sur ce sujet de franchise en base de TVA, c'est le cas des loueurs meublés qui dépasseraient ces nouveaux seuils. Et là, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est le cas de figure dans lequel le loueur meublé est redevable de la TVA, à condition de satisfaire aux critères de la location meublée dite para-hôtelière. Et on satisfait à ces critères à partir du moment où on fournit au moins 3 des 4 services para-hôteliers. Tu veux que je les donne? Oui, Aurélien, tu les connais par cœur. Donc, il y en a 4. Dès qu'on dépasse 3 de ces critères, 3 sur 4, effectivement, on devient assujetti à TVA au titre d'une concurrence du secteur para-hôtellerie. Alors, le premier bouquet de services, c'est l'accueil, accueil personnalisé, le ménage qui est fait dans les chambres, le petit déjeuner, la fourniture de petit déjeuner, et le quatrième, c'est le linge de maison. Dès que vous
vous sortez de ces critères-là et que vous en faites plus de 3 sur 4, eh bien, vous serez assujetti à TVA en tant que loueur meublé. Et si on n'est pas dans ces critères-là, on demeure exonéré de TVA au titre de location à usage d'habitation. Voilà pour ce Merci, sujet Simon. complexe. Logiciel de caisse. Alors, le logiciel de caisse. Les assujettis qui disposent d'un logiciel de caisse doivent, en cas de contrôle de l'administration fiscale, justifier que le système de caisse satisfait à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Jusqu'à présent, donc avant la sortie de cette loi de finances 2025, on pouvait justifier de ces conditions soit au travers d'une certification délivrée par un organisme agréé, soit au travers d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur du logiciel lui-même. La nouveauté de cette loi de finances, c'est que depuis le 16 février 2025, on a supprimé la possibilité de recourir à une attestation de l'éditeur. Donc la seule possibilité pour justifier de cette conformité du logiciel de caisse, c'est la certification délivrée par un organisme accrédité. Alors, à noter que cette modification de la loi, ce n'est pas une obligation de s'équiper d'un logiciel de caisse. Là-dessus, il n'y a pas de modification de cette obligation. On y viendra, je pense, très bientôt avec la facture électronique, mais voilà, ce n'est pas le cas de cette loi de finances 2025. On peut toujours fonctionner sans caisse, mais si on fonctionne avec une caisse, il faut qu'on puisse, en cas de contrôle fiscal, justifier de sa conformité, et ça se fait maintenant uniquement par la certification délivrée par un organisme accrédité. Si on a un contrôle fiscal et qu'on ne remplit pas cette condition, on risque une amende de 7 500 € et évidemment l'obligation de mise en conformité. Alors, on a essayé d'identifier qui allait effectivement donner l'agrément de ces logiciels de caisse. Avant, c'était la norme NF 525, c'est ce qu'on demandait aux éditeurs de logiciels de caisse. Alors, si on doit demain auditer chaque caisse, quand je dis on, c'est pas forcément le cabinet, parce qu'à mon avis, les cabinets d'expertise comptable ne sont pas nécessairement compétents sur ces sujets-là. Il y a des organismes de certification. Donc, il y a les normes AFNOR, il y a les organismes LNE aussi, qui sont des laboratoires de normalisation et de mesurabilité. Et vous avez COFRAC aussi, qui peut effectivement faire des analyses de logiciels de caisse. Deux derniers points. Donc, sur la taxe, ça, tu en as déjà parlé, non? Bah oui, alors on va juste le rappeler, hein, le régime simplifié de TVA, donc le régime annuel de CA12, sera supprimé à compter du 1er janvier 2027, tout simplement. Donc, on n'aura plus que deux possibilités de déclaration des TVA, soit une déclaration trimestrielle, soit une déclaration mensuelle. Voilà. Le mini réel au trimestre et le réel normal au mois. Et à mon avis, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Ça évitera les grosses régules de TVA quand on est en CA12. Les deux derniers points, un point important sur la taxe sur la valeur ajoutée qui concerne nos clients dans le secteur du BTP. Vous savez que dans le BTP, on a la possibilité de facturer à taux réduit certains types de travaux à 5,5 ou à 10%. 5,5, c'est quand c'est des rénovations énergétiques, et à 10%, c'est pour des travaux d'amélioration et d'entretien dans des locaux d'habitation depuis plus de 2 ans. Donc, on avait coutume on obligeait nos clients effectivement à avoir lors du devis, au minimum lors de la facturation, obtenu de la part de son propre client un imprimé CERFA qui était une attestation du preneur des travaux, de leur propre client, qui justifiait effectivement les conditions de détention du bien, de qualification du bien pour pouvoir bénéficier des 10%. Alors malheureusement, beaucoup n'étaient pas assez assidus ou n'avaient pas un process pour bien remplir ces attestations et bien remplir ce document CERFA. Donc là, ça va dans le bon sens. Le législateur assouplit les règles et permet à travers simplement le devis ou la facture, avec une signature et un engagement du client que ces travaux se rapportent bien des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans, de permettre d'appliquer le taux de 10%. Alors après, ce qu'on va conseiller à nos clients, je pense, c'est d'intégrer directement sur leur devis l'attestation. Comme ça, le client, en signant son devis, à la fois, il signe la qualité des travaux, la répartition des travaux, leur prix, mais aussi la qualification du bien dans lequel les travaux sont réalisés, et ce qui permettrait effectivement de simplifier, de ne plus être obligé
te renseigner, l'imprimer CERFA. Donc, et de le garder en plus. Donc, tu ne perdras que le début. Dernier point, avant de vous laisser, taxes diverses, CVAE. Donc, c'était la principale taxe et de mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on nous annonçait, alors, petit historique comme d'habitude, hein, donc la CVAE se complète avec la CFE, CFE cotisation foncière des entreprises, CVAE cotisation sur la valeur ajoutée. C'est ce qui a remplacé la taxe professionnelle, donc dans les années 2010. Donc on a 2008, je crois. 2008, on a remplacé la taxe professionnelle. En remplaçant la taxe professionnelle, on a créé deux nouvelles taxes, la CVAE et la CFE. Donc la CVAE, il y avait une volonté politique de supprimer progressivement cette cotisation sur la valeur ajoutée, et elle prévoyait un taux à 0% en 2027. Donc 0,28% en 2027, c'est ce qu'on va appliquer sur notre déclaration, sur les déclarations de résultats 2024, on est en train de les faire, donc 0,28%, 0,19 en 2025, c'est ce qui était prévu, hein, 0,09 en 2026 et puis 0% en 2027. Loi de finances 2025, on revient sur l'aménagement et on reporte de 3 ans. Donc après, je ne sais pas comment on va sentir cette affaire, si ça va être encore prolongé, mais la poursuite de la trajectoire de suppression définitive est fixée plus en 2027, mais en 2030. Donc 0,28% de 2025 à 2025, donc il ne se passe rien de nouveau jusqu'en 2027, 0,19 en 2028, 0,09 en 2029, et une exonération potentielle, hein, je dis même plus probable, potentielle en 2030. Voilà pour cette bonne nouvelle. Je pense qu'on a terminé, Simon. Ouais. Bon, c'était super sympa de faire ça avec toi. On espère que vous avez pris, je ne sais pas si on peut dire du plaisir, mais en tout cas que ça vous a servi et que c'était intéressant pour vous. On a eu pas mal de participants. On est monté jusqu'à 60 participants, donc aussi bien des collaborateurs et membres du cabinet que des clients. Donc on est super satisfaits. Et on a eu quelques questions, donc, notamment sur la communication du support. Donc, bien entendu, vous aurez droit au support et vous aurez aussi le droit au replay, parce qu'on est enregistré. Donc, je pense qu'on va diffuser ça sur le site internet et sur LinkedIn. Donc, vous aurez l'occasion de nous entendre également et de nous voir. On vous remercie. On voit qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous envoie le support très probablement dans la journée. Ça va être fait par notre back-office. Et merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Très bonne journée. Merci pour votre attention. Merci Simon. Merci à toi, Aurélien. Allez, à bientôt.